Bonjour à tous, ici Manganim Fan. On se retrouve aujourd'hui après un long mois, un peu mort en vidéo. Euh, Pas que je manque de motivation, c'est juste que j'ai pas eu le temps d'unboxing, j'ai pas eu le temps de nouveautés, j'ai pas eu le temps de choses à dire. Et bien, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan lecture du mois de janvier, parce que je me fais un doigt totalement solide de toujours faire le bilan. Ça fait bizarre d'avoir une étagère totalement vide derrière moi. Ça va pas être trop long avant qu'elle recommence à se remplir, peut-être en février. Mais bon, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Sans plus tarder, on va passer aux séries que j'ai commencées dans le mois de janvier. Il y en a une couple, il y en a une qui est comme un début et fin de série. Je vais la mettre là-dedans. Il n'y a pas de série de terminée ce mois-ci. Donc, on y va sans plus tarder avec le premier tome. C'est le tome 1 de Barrage. PVD chez Kion. C'est quoi? C'est une série en 2 tomes faite par l'auteur de My Hero Academia avant My Hero dans le Jump. Ça n'a pas été un franc succès dans le Jump. Et ça parle de quoi? Ben, d'un prince qui veut pas être prince de sa planète et qui va trouver son sosie parfait dans une petite villa et qui va faire genre ah je te donne ma place et mourir. C'est simple. Et donc le jeune qui est comme ah non mais moi c'est ma famille est importante pour moi et tout. Ben lui, ben, il va se ramasser totalement à devenir futur roi du pays Astro. Et le mensonge sera pas caché longtemps sur le fait que c'est pas la vraie personne. Tout le monde va finir par le croire, mais il va être capable d'utiliser l'arme du royaume, qui est comme le MacGyver du stock. C'est comme avec cette arme-là, t'es le roi, t'es incontesté, t'es l'affaire la plus puissante qui existe. Et ben, on va le voir aller de petites aventures en petites aventures, va faire des petits combats. Les dessins sont quand même sympathiques. C'est vraiment du Koei Horikoshi, mais l'histoire m'a totalement fait genre presque tout le long. C'était vraiment pas si passionnant. J'ai le deuxième tome, je vais probablement le lire en février, ça va faire partie des séries terminées. J'ai bien hâte de voir quand même où ça se dirige, mais c'est très neutre, on vient de commencer un arc. J'ai l'impression que ça va être très garoché dans le prochain tome. Par la suite, j'ai eu la chance de rencontrer le directeur général des éditions Kurokawa lors d'une conférence qu'il a donnée ici à l'Imaginaire et j'ai gagné le Webtoon Let's Play publié dans leur nouvelle maison d'édition Cotoon. C'est ma première expérience en tant que Webtoon. Vous le savez, j'en lis pas, ça m'intéresse pas. Et officiellement, celui-ci, il me donne pas plus envie de continuer de lire des Webtoons. Ça parle de quoi? Ça parle de Sam qui crée des jeux vidéo et qui va un moment donné rencontrer Markiplier, non c'est une joke, mais qui va rencontrer ce gars qui va faire une review de schnout de son plus récent jeu à elle, en disant c'est pas de l'action, je suis pas capable de faire ci, mais c'est un jeu de stratégie et tout. Donc, et il va se ramasser à devenir son voisin à elle, officiel là, et ils vont se côtoyer beaucoup. Le premier tome parle beaucoup de c'est quoi qu'elle a vécu par rapport au fait que lui a fait ça. Et éventuellement, lui va se rendre compte de ce qu'il a fait de mal et il va faire genre mais qu'est-ce que je peux faire pour rattraper la chose et tout. Ça c'est comme ça. Je trouve que les dessins sont très basiques. C'est pas les plus beaux dessins que j'ai vus dans ma vie. Des fois, les décors me font comme un mal à l'œil parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a deux personnages qui ont été mis devant une photo. C'est pas la meilleure lecture que j'ai eue dans ma vie. Je vais continuer quand même la série parce que vous me connaissez. Je commence quelque chose, je le finis. Mais vraiment pas ce qui va me faire accrocher au webtoon. Je vous le dis comme ça, là, mais c'est vrai. Par la suite, j'ai découvert... En fait, j'ai reçu un cadeau de Noël. Soichi. De Junji Ito chez Mangetsu. Et c'est ma première œuvre de Junji Ito. Je pense pas en avoir d'autres, à moins qu'on m'en offre, parce que c'est pas un auteur qui m'attire. Soichi se lit très bien. C'est l'histoire d'un petit garçon qui... il aime un peu comme les poupées vaudou, puis animer des mannequins, puis c'est ça, c'est pas clair. Ici, on va voir d'une certaine façon, comme c'est expliqué à la fin, 3 séries d'épisodes. La première partie qui se passe comme pendant un été, pour ensuite aller dans une partie qui est un peu plus étrange et qui m'a vraiment plus déplu, sur Soichi surtout.
Et pour finir avec la partie la plus fun, mais qui m'a le plus déçu, ça reste un très beau volume. Mangetsu font une édition remarquable. Les dessins restent du Junji Ito. C'est correct. Je trouvais que c'était beaucoup d'humour quand même. Je m'attendais à plus d'horreur. Il y a des planches qui sont comme un peu... Ok, cool. Tu sais, c'est un peu laid. Mais c'est tout. Fait que ça m'a un peu déçu. Si je lis d'autres Junji Ito, ben je vous en reparle, c'est sûr. Mais pour l'instant, Soichi est le seul que j'ai lu. Et c'est correct. C'est une bonne lecture, mais c'est pas de l'horreur à 100%. Un petit gars qui se met des clous dans la bouche pour vivre, bah, ok, chaud. Par la suite, j'ai commencé la nouvelle édition de City Hunter. J'ai jamais lu City Hunter, c'est un classique du Jump. C'est sûr que je l'achète. J'ai fini par craquer, c'était sûr que je l'achetais. Et j'ai adoré ce premier tome. L'édition est grosse. Oui, c'est un gros volume et tout. Mais bien sûr, on a toutes les pages couleurs publiées à l'origine. Fait que déjà pour ça, c'est magique. Et ça parle de quoi? Ben, dans le fond, on a Ryo Saiba, qui est comme un peu un mercenaire nettoyeur. Il vient comme régler les problèmes. Et il va se faire courser éventuellement par une grande agence et tout. Officiellement, le prologue, je l'ai adoré, je le dévorais, genre chapitre après chapitre, j'étais comme ouh, oh. Les dessins sont vraiment beaux, j'aime beaucoup le style de dessin de l'auteur. Même si ça date, c'était vraiment bien. C'est un charmeur, c'est un gars un petit peu obsédé, Ryo Saiba. C'est son point faible. Mais pour le reste, on rencontre des personnages charismatiques. On rencontre pas tant de monde que ça. Parce que il fait un duo au début avec un personnage. Le personnage meurt. Sa sœur vient prendre le relais. Et donc, on se ramasse avec Kaori qui vient aider Ryo. Donc, c'est un peu sa préface à elle. Le dernier arc du tome m'a vraiment plu. Où il va être le bodyguard d'une jeune fille. Ça m'intéresse, j'ai hâte de poursuivre. J'ai déjà le tome 2 et 3 de cette édition. Donc, bien de voir, le monde dit que c'est beaucoup d'humour, mais je trouve ça sérieux et juste assez plaisant pour l'instant. J'ai hâte de voir si ça dégénère pas plus tard en humour. Mais pour l'instant, c'est un must, puis je suis content de l'avoir. Dernière nouveauté! Il y en avait de la nouveauté ce mois-ci! J'ai craqué pour l'édition de Boys Abyss, publié chez Kana. C'est un grand format. Pour un manga d'une taille normale. Oui, il coûte plus cher, mais mon Dieu, que c'est le fun de pouvoir voir les dessins en grand format comme ça. C'est magique. J'ai jamais lu l'histoire, mais tout le monde en parlait comme une œuvre ultra dépressive. Et ben oui, c'est l'histoire de Reggie qui va rencontrer une idol éventuellement, et cette idol va lui dire ben mourons ensemble. Tu sais, elle est vraiment juste genre là, ici. Je trouve pas la page exacte, mais elle lui propose de mourir ensemble. C'est vraiment étrange. Ben, c'est ici, si je me trompe pas. Oui, non, whatever. Oui, là, elle lui a proposé. Parce qu'ils sont dans un village où il y a un pont où c'est que le monde, normalement en amoureux, se suicide. Mais il la connaît pas, fait qu'il est comme wow, wow, on se connaît pas. Eh bien, elle va l'amener chez elle, ils vont coucher ensemble, ils vont commencer à se développer une relation. On va en apprendre plus sur les personnages autour d'eux. On n'en apprend pas tant plus sur elle. Reggie, on se rend compte à quel point sa vie, c'est de la merde totale. Il y a une des pires vies que j'ai vues dans un manga ever. Mais j'ai vraiment accroché. C'était moins dur que je pensais comme lecture. Moins intensément prenant, moins émotif. Je le recommande, surtout pour la magnifique édition de Kana. Bravo à Kana sur ce coup-ci. Par la suite, on passe aux séries que j'ai continué avec plus qu'un tome. Et là, il y en a la majorité. J'ai lu le tome 9 et 10 de Escala Yokohama. Bien sûr, c'est les aventures d'Alpha encore. Ça reste totalement en relax, zen. C'est des petits moments de détente, c'est mes petits plaisirs. Ça a été d'ailleurs ma dernière lecture, le tome 10, pour le mois, lu la veille de cette vidéo. Et c'est toujours relaxant. Pas besoin de texte, pas besoin de tant de choses. Il y a du texte, mais
C'est tout. Il n'y a pas une grande intrigue. Alpha répare son café dans ces tombes-là. Et il n'y a pas grand-chose de plus qui avance. Mais ça reste vraiment bon. Si vous ne le lisez pas, c'est dur de vous faire accrocher. Lisez-le pas, mais si vous voulez un moment de tranquillité, serein, petite musique calme dans l'oreille, vous lisez ça, c'est vraiment recommandé. Par la suite, j'ai lu le tome 40, 41 et 42 de Détective Conan. 40, 41, on va les oublier, il n'existe pas. 42, par exemple! Mais pourquoi c'est pas tout de même, Conan? Pourquoi j'ai un tome 40 et 41? Hein? Ok, 41 met une belle mise en place, tranquillement, pas vite, sur les hommes en noir. Ça commence à être intéressant. Même le 40 a une mini mise en place. Mais le 42, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est magique. L'intrigue principale pique du nez, ça devient vraiment intense. On finit par se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui va mourir dans notre casting principal, si la petite ne va pas périr. Et tout ça par une enquête et tout. On a à la fin un retournement d'un retournement d'un retournement et d'un autre retournement. J'ai rien vu venir. Moi qui vois venir les coupables dans Détective Conan, ce coup-là, j'ai rien vu venir et j'ai adoré. Sincèrement, ça a pris 42 tomes, mais ce tome-là, pour moi, c'est une perfection. Oui, il y a l'intrigue du début qui est comme un peu bof, mais après ça, mon Dieu, ça arrête plus. Conan, pour moi, ouais, je vais continuer de les acheter. Ça, c'est sûr. Par la suite, j'ai lu le tome 8, 9, 10, 11 et 12 de Jojo Lyon. On rencontre des hommes roches. C'est là qu'on est rendu. Jojo Lyon nous propose qu'il y a une nouvelle espèce humaine qui c'est des hommes roches. Oui. C'est pas bizarre, pantoute. Non, sincèrement, j'ai vraiment apprécié cet tome-là, encore une fois. Oui, on part quand même sur plus de l'absurde. On part sur des nouvelles relations un peu. Et on voit Yasuo, Jojo, on va l'appeler Jojo, Josuke et tout. On en apprend plus d'ailleurs sur Josuke. On apprend que son vrai nom, ce serait presque Joseph peut-être, et tout. C'est intéressant. On commence à avoir un bout de flashback sur Kira à la fin du tome 12. Oui, on est dans le début encore, d'une certaine façon. J'ai pas encore la moitié de Jojo Lyon. Mais je sens tout le potentiel qui se cache derrière Jojo Lyon. Et j'ai vachement hâte de continuer parce qu'on a un combat entre Beatles. On va les appeler des Beatles, des Giant Beatles. Donc, c'est passionnant! C'est qui veut, Araki? Il veut mon argent. Mais ça reste vraiment des lectures de fun. Je suis content de les lire. Et j'ai déjà hâte de me prendre la suite dès que le tome 13 redevient disponible au Québec. Donc, voilà. Par la suite, enfin, j'ai pu lire le tome 63 et 64 de Kingdom. Mon Dieu, on a fini ce combat de la conquête de Bujo et Eio. Tranquillement, on s'en va vers là. Mais on est en train de finir le premier combat, qui finit dans le tome 64. Dans le 63, ça a été dur pour moi au début de reprendre. J'ai pas aimé... Je sais pas si c'est un problème d'édition, mais le tome est vraiment dur. Les pages sont dures à tourner. J'ai eu des petits problèmes là-dessus. On dirait que Meian ont comme changé l'imprimeur, je sais pas trop, parce que Grand Blue aussi a le même problème. Mais ça reste que c'est passionnant. On voit l'unité Ishin vraiment dominer un côté du combat. Et par la suite, on s'en va sur Kanki à 2000%. Kanki qui va faire de quoi? Qui va fâcher le roi de Kin. Et c'est bien décrit, c'est bien amené. Et j'ai hâte de voir vers où ça s'en va. Parce que pour l'instant, je suis comme... Je comprends. Mais là, Reiboku s'en vient. Puis j'ai hâte de voir la suite. C'est comme ça pour moi. Kingdom reste une perle, reste une pépite, reste exactement ce que je veux que Kingdom soit. Et j'ai déjà hâte de lire la suite. Par la suite, j'ai aussi lu le tome 11, 12, 13, 14 de Kingdom. On retrouve nos imbéciles heureux préférés. On les retrouve ici sur l'île déserte. On suit leurs petites aventures. C'était le tome qui m'a le plus
l'essayer différent d'une certaine façon. Il met en place des choses, mais c'est tout. Après ça, on va trouver le passeport d'Iori chez lui. Donc, un petit retour avec sa sœur et tout. C'est totalement absurde. Et j'ai ri. Son séjour chez lui était hilarant. Par la suite, ils partent tranquillement pas vite aux îles de Palaos pour travailler pour la mère de Shiza. Et on retrouve enfin pour de peinture. Et ce tombe était totalement dégénéré encore une fois. Pour une fois, on a des séquences aussi de plongée, très bien dépeintes. Et ça reste vraiment le fun à voir. Il y a toujours des images que tu fais What the what? Et c'est totalement prenant. Et le dernier tome que j'ai lu, le tome 14, met fin à leur séjour aux îles Palaos. Et est plus émotionnel et très bien amené. J'ai ri un peu, mais j'ai eu plus de moments de ok. Fait que Grand Blue reste vraiment une dose de fraîcheur. Pas la meilleure comédie que j'ai lue dans ma vie, parce que je ris pas à tous les chapitres, mais je ris toujours à plusieurs endroits par tome. Ça, c'est sûr. Par la suite, j'ai lu le tome 2, 3, 4 et 5 de Shaman King Superstar. Shaman King Superstar. On finit d'une certaine façon dans cette tome-là la phase d'intro de Superstar. Ça a été long comme phase d'intro. Très long. Mais mon Dieu, plus que ça avance, plus je me dis Shaman King est encore une très belle licence et j'ai hâte de voir où ça s'en va. Et le tome 5 vient mettre les cartes sur terre. Et on va affronter un dieu. Parce que pourquoi pas, pendant quelques secondes, il y a des personnages qui se battent contre un dieu géant. C'est Shiva. Et c'est vraiment beau à regarder aller. Oui, la fin du prologue pour moi était longue parce qu'elle ressemble en tout point au chapitre bonus du one-shot de l'auteur dans le tome 17 de la nouvelle édition de Shaman King, Dead Zero. Donc on comprend exactement où on s'en va, c'est juste long avant qu'on se rende. Et rendu dans le tome 5, on se rapproche de plus en plus du Flower of Maze, mais mon Dieu, l'auteur prend son temps pour faire son setting, puis ça me plaît. J'espère juste qu'il garochera pas une fin. C'est de même, je le dis. Pour moi, Shaman King reste vraiment une bonne lecture. Par la suite, j'ai lu le tome 7 et 8 de l'édition de Baki, chez Mayan, et j'ai rien à dire sur Baki. On va reprendre avec son entraînement en montagne et son combat contre Yasaru. Il va être prenant et intense, ce combat. Il va occuper une grande partie du tome 7, et on va voir la conclusion. Et après ça, on va se rendre tranquillement pas vite contre le Yakuza, qui va faire mal au boxeur Ami Yabaki. Et c'est la mise en place du combat qui va être dans le tome 8 et qui va occuper la moitié du tome contre Baki. C'est vraiment un combat passionnant. J'ai eu du fun à le lire tout le long. Et par la suite, éventuellement, le père de Baki va débarquer en mode genre vous êtes faible. Et ben, il va mettre fin au combat d'une certaine façon. Et après ça, on va tomber dans un mode flashback sur la rencontre du père et de la mère de Baki. J'ai vraiment apprécié de voir le père à Baki plus jeune et de voir à quel point il était insolent envers tout le monde. J'ai vraiment apprécié ça. J'ai hâte de revoir parce que là, on vient dans le présent et il arrive devant son fils puis il est comme Bats-toi contre moi, man. Fait que ça m'intrigue. J'ai déjà hâte de voir ça. On sait que c'est dans le passé. C'est pas le gros combat qu'on attend. Puis que Baki risque de le perdre, celui-là. Mais j'ai hâte de le lire. Par la suite, j'ai aussi lu le tome 4 et 5 de l'édition Hokage de Naruto. Ces deux tomes-là vont couvrir la forêt de la mort et le début des qualifications finales et le reste des qualifications. Donc, ça reste super le fun. On récupère avec le tome 4, qui est le dernier tome publié avec le papier de qualité mauvaise de Kana. Mais ça reste toujours agréable de voir des dessins en grand format. C'est la même histoire, vous la connaissez. Naruto rentre dans ses meilleurs arcs officiellement. Une fois qu'on change le papier, c'est encore mieux, c'est encore plus fluide à feuilleter, c'est encore plus agréable. Le combat de Gaara contre Lee est remarquablement le fun à regarder en format plus grand. C'est vraiment bien fait. Gaara va manger sa claque et Rock Lee aussi. Ça se lit d'une façon fluide. On enchaîne les combats, on les dévore, on aime ça. Et on tombe en phase d'entraînement à la fin du tome.
Le bonus du tome 4, oui, c'est le vrai visage de Kakashi qui a été donné il y a longtemps en bonus. Mais le bonus du tome 5, c'est un one-shot fait par l'auteur avant Naruto qui s'appelait Karakuri. Sincèrement, c'est des choses de même que je veux. C'est vraiment le fun de lire des vieilles œuvres de l'auteur et de le découvrir avant Naruto. Donc, quand même, j'ai hâte de continuer. Par la suite, on passe aux séries continuées en un seul exemplaire. Donc, j'ai lu le tome 3 de l'édition Masterclass de Pika de Rokutenashi's Blue. Et j'ai toujours pas accroché à cette série. J'ai de la misère à me rappeler qui est qui. Tout le monde se ressemble un peu. Dès que je fais ah non, c'est lui. Ah non, c'est pas lui. Les chapitres ont pas tant de suite. Il y a pas tant d'aventure qui se prescrit. Oui, c'est de la vie quotidienne. Oui, c'est du on va buter quelqu'un. On se frappe la gueule. Mais je trouve qu'il n'y a pas de réel progrès qui me donne envie de me dire waouh, cette série est un classique du Jump. City Hunter m'a pris un tombe, puis j'étais comme wouh, ok, je comprends pourquoi. Rokutenashi's l'est toujours pas pour moi. Mais je vais continuer, puis je vais espérer que ça devienne meilleur. Donc pour moi, c'est toujours pas un plus, ni un must, et surtout que l'édition de Pika, ça manque de pages couleurs. Si au moins on avait eu des pages couleurs, j'aurais accepté le prix, mais bon, c'est ça. Par la suite, j'ai lu le tome 5 de Frieren. J'ai commencé à accrocher à Frieren rendu au tome 5, parce qu'on fait la première épreuve de l'examen de magie. Et cette première épreuve va couvrir le tome au complet, donc on est comme un peu stagné, sauf les genre 2 derniers chapitres. Et on va voir Frieren utiliser ses ressources avec des gens qu'elle ne connaît pas vraiment. Et on va voir notre autre magicienne aussi faire ces choses. C'est bien amené, c'est bien pensé, c'est un tome très intelligent. L'épreuve est intéressante. J'ai hâte de voir la prochaine épreuve. Elle m'intrigue fortement. Et ben c'est ça. Frieren reste une lecture normalement relaxante. On commence à rentrer dans le feu de l'action. J'aime ça. J'en veux plus. Par la suite, j'ai lu le tome 2 de Dadadan. Et le tome 2 va nous voir surtout continuer sur la lancée de la fin de l'arc précédent. Donc on va se battre contre le crabe pendant un long moment. C'est un très bon prologue d'une certaine façon à la série. Momo va faire de plus en plus de puissance. On va finir cet arc-là. Et après ça, on tombe en mode quotidien. C'est banal. Ils vont s'embrasser sans le vouloir. Ils vont apprendre un peu plus à se connaître. Éventuellement, Okarun va se rendre compte qu'il n'y a plus ses boules. Et ils vont partir à la recherche de ses boules. Donc, c'est ça. On va se rendre compte qu'il y a encore des pouvoirs. Momo a encore des pouvoirs. Il y a une autre fille maintenant qui a une des boules de Okarun et qui se fait poursuivre par un fantôme. Et on commence un combat encore une fois. C'est bien amené, c'est intéressant. C'est bien dessiné. C'est Dan. Voilà. Par la suite, j'ai lu le tome 6 de Four Knights of the Apocalypse. On reprend dans la forêt. Nos héros se font totalement encercler par des chevaliers et se battent un à un au début. T'es comme, ils ont tous leurs combats attitrés. C'est super. Et on se rend pas compte à quel point tout va avancer éventuellement pour que ce soit du 4 contre personne, parce que tout le monde va nous péter. Et que Sin est la personne ici coupable et cachée. La révélation de qui est Sin, officiellement, je ne m'y attendais pas du tout. Je vous la dévoile même pas ici, on en reparlera dans le prochain tome. Mais ça m'a fait un méchant coup. J'ai fait ha! Ah! Et mon intérêt pour la série est revenu encore plus. Je sais qu'il y a du monde qui crache sur cette série parce que c'est une comme suite à Seven Deadly Sins qui avait perdu en qualité dans ses derniers tomes. Mais mon Dieu, Four Knights, pour moi, ça continue juste de monter. Yes. J'ai lu aussi le tome 6 de Tōgananki. Ça reste du Tōgananki. Ça reste très 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 basic. On va aller récupérer notre personnage qui est emprisonné. On va avoir un combat contre les méchants. Le combat est pas plus passionnant qu'il faut. Même pas plus mémorable qu'il faut. Et éventuellement, on va se rendre compte que, tu sais, le gars qui fait semblant d'être un policier, Shiki, notre héros, mais ils vont se faire manipuler un peu des deux bords pour éventuellement être face à face, puis être genre, oh, je suis fâché contre toi.
J'ai hâte de voir où ça va mener quand même, mais ça reste très cliché et très simple, mais avec des dessins totalement stylés et sur la coche à chaque fois quand même. Donc c'est ça. J'ai lu aussi le tome 4 de Ranking of Kings. C'est là que j'ai enfin accroché à Ranking. Je trouvais que c'était très basic avant, mais ici on voit enfin les nouvelles capacités de Boji, mais surtout on apprend que son frère est contrôlé par l'ancien roi. Donc c'est vraiment intéressant. Il a sacrifié son fils pour revenir à la vie, après avoir sacrifié la puissance de son autre fils pour être l'homme le plus fort sur Terre. Wow! Et après ça, on passe au Boji qui va montrer les résultats de son entraînement. J'ai vraiment apprécié comment c'était fait. La trahison, tout était bien mené dans ce tome-ci. J'ai vraiment ressenti une petite tension, j'ai ressenti une avancée de récit. Et Boji repart tranquillement pas vite dans son aventure. J'ai hâte de continuer. J'ai aussi lu le tome 5 d'Oshinoko. Oshinoko reste une perle. On commence ici les répétitions pour la pièce de théâtre basée sur le manga, sur un manga. Et Aqua va bien sûr être Aqua. Mais Kana va prendre plus de centre et l'autrice du manga en question va prendre encore plus le centre en disant « Cette pièce est de la merde! Je vais l'adapter, moi, mon propre manga! » Donc on va voir c'est quoi que ça vit d'une certaine façon, une adaptation d'une œuvre manga sur scène, par où ça passe, c'est quoi les procédés. C'est bien amené, on voit vraiment une belle envers du décor, on se fout un peu de nos protagonistes, et j'ai adoré ça. De laisser la place à quelqu'un d'autre pour qu'on voit un autre milieu m'a vraiment plu. Et à la toute fin, on va voir Aqua avoir une discussion avec lui-même pour apprendre à essayer d'être heureux, et se faire avoir par son ancien lui, en mode genre, t'as pas le droit même d'être heureux. C'est quoi ce cliffhanger de malade? J'ai hâte de continuer. C'est tout ce que j'ai à dire. J'ai aussi lu le tome 26 de Vinland Saga. Et, que dire sur Vinland Saga? On est à l'île du Prince-Édouard, on relaxe, on rencontre les natifs, on apprend à vivre et communiquer avec eux. Les natifs vont finir par avoir des visions de « Les Norrois sont mauvais! » Trouvons pourquoi. Fait c'est un tome très paisible qui met en place les deux tribus, qui nous permet de voir des relations. Hild va pardonner à Thorfinn. C'est venu, ça m'a ému, solide, comme moment. Et j'ai aimé aussi la vision, justement, du peuple indien, natif, qui va voir jusqu'à la bombe nucléaire et se rendre compte, en laissant des hommes venir sur nos terres, ça va finir de même. Man, ça escalade en tabarouette dans ta tête. Ta drogue est forte. C'était vraiment bien amené, bien fait. J'apprécie toujours autant à quel point l'auteur sait nous mettre en pause et nous faire découvrir la culture, découvrir le monde et tout. Lisez Vinland Saga, ou au moins écoutez l'animé. Faites un des deux. Et mon dernier tome, c'est le tome 19 de Yona, la princesse de l'aube. Un tome plus lent, je trouve. La première partie est sur ce beau personnage ici, ce dragon bleu, et sur les anciens dragons de sa tribu et tout. C'est bien amené, mais tu vois que l'auteur elle a écrit ça en sachant qu'elle allait en faire un CD après et que le monde allait pouvoir en l'entendre. Il y a beaucoup de dialogues qui mènent pas à grand chose, puis tout le monde a sa petite place, donc c'est plate un peu pour ça. Mais par la suite, on passe sur d'autres chapitres où on revient avec la tribu de l'eau, parce que pourquoi pas, on vient les quitter. Genre, on revoit la petite princesse, pis c'est genre, ça fait longtemps qu'on t'a vu. Je suis comme, ben, c'était comme dans le tome 18 que vous y avez dit au revoir. Si je me souviens. Fait que je trouve ça un petit peu bizarre. Et ils vont l'accompagner, l'escorter éventuellement. C'est une belle mise en place. C'est juste le début d'un arc qui commence. C'était correct. Pas le meilleur de Yona. Mais je vais finir par continuer de les acheter. C'est juste que je suis lent. Parce que je me concentre sur Jojo. C'était tout pour le mois de janvier. Donc, en espérant avoir un petit peu plus de contenu en février, de Mangan Evan qui vous dit à plus. Bye!